Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, c'est la fin du 3e jour du festival Rancaro Méliès, ne vous inquiétez pas. Il y a encore 5 films demain, donc dormez bien ce soir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, dans ce festival, on a cette année, peut-être plus que jamais, choisi l'éclectisme, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte. Donc on va vous proposer notamment 2 documentaires dimanche soir, autonomes en présence de François Bégodeau. Et ce soir, je suis vraiment très heureuse et je remercie d'emblée le distributeur du Story d'avoir pu organiser cette rencontre. Alors encore une fois, on a fait une petite entorse. Ce n'est pas une avant-première, le film est sorti ce mercredi, mais c'était vraiment très très important pour nous de pouvoir recevoir l'équipe de Africa Mila. Donc j'appelle à me rejoindre sous vos applaudissements le réalisateur Richard Ménier, le journaliste et le maestro Moncana Maïga. Richard Ménier, le réalisateur. Et voilà. Merci beaucoup d'être là. Alors, je ne sais pas si vous êtes si c'est long, c'est merveilleux. Merci beaucoup tous les trois d'être là. Comme je disais, on est vraiment très heureux d'avoir pu organiser cette rencontre. On va se retrouver à l'issue de la séance pour bien sûr discuter du film. Peut-être que Richard, Moncana et Léonore, vous avez envie de dire quelques mots d'introduction sur ce film tout à fait étonnant et tout à fait unique. On en parlera largement tout à l'heure certainement. En tout cas, moi je suis ravie d'être là. Et j'espère que le film vous plaira. Moi, c'est la première fois que j'anime un peu cette discussion, mais je suis ravie pour le magazine Diva, qui est un magazine féminin. Et donc, je suis ravie d'être avec Richard et avec Moncana. Donc, on espère que le film vous plaira et on vous dit à tout à l'heure. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, en Afrique est un jour béni. Pourquoi? Parce que c'est l'avant-première de Africa Mila, de Marabia de Mali. Et en Afrique, quand il y a de la pluie avant l'avant-première, ça veut dire que c'est des bénédictions pour le film. Je vous dis bonsoir. Je vous souhaite une très bonne projection. Et on va se retrouver à la fin du film pour un petit débat. On va parler de beaucoup de choses. On va chanter, on va danser, on va parler avec les journalistes et tout. C'est bon? Vous êtes en forme? Vous êtes prêts? C'est le public que j'aime. D'accord. On va se retrouver à la fin du film. Richard Ménier, le réalisateur. Bonsoir, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je voulais remercier le Méliès et Montreuil, parce que Montreuil, c'est une ville symbolique pour le Mali, évidemment. Et en ces temps tourmentés, je trouve que c'est bien qu'on montre un film sur le Mali. Et je voulais vous remercier d'être là, vous souhaiter une bonne projection, et comme dit Moncana, on est ensemble pour la seconde partie de soir. Voilà. Très bien. Merci. Merci. On espère qu'on voit que le film vous a plu. Merci beaucoup. La première question que j'ai envie de vous poser à toi, Richard, et à vous, Maestro, parce que le respect, Maestro, c'est, après ce film, est-ce que vous êtes toujours aussi ému de voir ce film et de voir comme ça ce film qui vous est consacré et qui est également consacré à la mémoire de vos compagnons et amis qui, un à un, sont partis? Je redis bonsoir encore, très très ému. Si je dois répondre
Mais avant de répondre à votre question, je voudrais que tout le monde sache ici que ce film, Richard et moi et tous les Maliens, nous le dédions au premier président du Mali, Feu Modibo Keïta. C'était le 28 septembre 1960, le premier président du Mali. Ensuite, nous dédions ce film-là aussi au commandant de Fidel Castro, que j'ai vu, comme je vous vois, madame, comme je vous vois, messieurs, de près, 10 ans de cohabitation. Je voudrais aussi dédier ce film à Che Guevara, l'ami des musiciens, des ministre de l'industrie à Cuba. On était toujours, moi j'avais 23 ans. Et enfin, rendre hommage aux musiciens de Maravillas de Madi qui sont tous décédés. Vous avez les derniers souvenirs de mon groupe. Alors, pour répondre à la question, j'étais très ému. D'abord, ce monsieur que vous voyez ici, maintenant c'est monsieur Richard, il me dit, mais avant, il venait me voir comme ça, un film, j'ai dit, Richard, j'ai vu tellement de caméras devant moi, Boncana, machin, puis il n'a plus rien. Mais il a réussi à me convaincre. Mais quand je vois ce film-là, aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. Mais l'autre jour, au cinéma à l'Arlequin, j'ai pleuré comme un enfant, je ne pouvais même pas parler. Mais, bon, je l'ai vu à l'Arlequin, je l'ai vu aux deux, comment? Au Lincoln. Oui, au Lincoln. On était à Orléans, et après, hier soir, on était à Caen, on est arrivé cet après-midi. Donc maintenant, les larmes se sont séchées, ça va, je peux vous parler. Je peux vous parler. Merci. Richard, c'est vrai que ce film-là, tu le portes depuis plus de 15 ans, c'est ton bébé, c'est ton... Voilà. Quand tu vois comment est-ce qu'il est reçu comme ça par toutes les personnes à qui tu l'as présenté depuis maintenant des jours et des jours, est-ce que tu as eu des personnes qui sont venues te voir pour te dire « nous n'aimons pas ce film » ? Non. C'est hyper prétentieux, mais non. Ils se sont peut-être abstenus. Ils se sont peut-être abstenus. Par contre, des gens qui sont venus voir et qui avaient les larmes aux yeux, et je leur ai dit d'arrêter de me regarder parce que j'allais pleurer, oui. Et comment est-ce que tu te sens quand tu vois parce que maintenant ce bébé tu le partages avec tout le monde, avec les spectateurs, comment est-ce que tu te sens à présenter ce bébé que tu as porté pendant plus de 15 ans? C'est une satisfaction, c'est un soulagement parce que tout le monde avait vu que ça n'avait pas été une mince affaire, mais en même temps ça n'a pas été non plus, pardon, ça n'a pas été une flagellation, ça n'a pas été une souffrance, voilà, c'était un beau film. Moi j'ai vécu quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu les Maravillas, mais par contre avec eux j'ai vécu peut-être cette notion de solidarité, de fraternité entre les peuples, entre l'Europe, l'Afrique, et le fait que je sois à la base producteur de musique, que cette mission qui m'est tombée dessus, que je pensais vraiment finir en quelques années, a fait que j'ai eu envie vraiment assez rapidement de faire revivre ce groupe sous toutes les formes possibles et imaginables. Et l'histoire a fait, et les nombreux décès qui ont émaillé toute l'histoire ont fait que ça a été long, mais aujourd'hui je suis content d'une chose, c'est que le nom Maravillas des Mali soit connu et soit remis sur l'échiquier de la musique du monde. Moi à la base j'étais pas du tout très connaisseur de la musique du monde, c'était mon premier voyage en Afrique, et donc pour un premier voyage en Afrique, tomber sur une histoire aussi incroyable, ça a effectivement bouleversé, changé ma vie. Et cette enquête que j'ai menée, parce qu'il fallait mener une enquête à l'époque, c'était pas trop possible d'avoir beaucoup d'informations via Google, au début des années 2000, est devenue une quête, une obstination effectivement, mais voilà, ça m'a toujours accompagné. Et aujourd'hui, être avec Boncana et avoir passé tant d'années ensemble, voyager, discuter, filmer, rencontrer les gens qu'il a rencontrés, et puis refaire des nouveaux morceaux, c'est une vraie... voilà, c'est un soulagement. Il n'y a pas de baby blues, ça va. Alors, nouveau morceau, effectivement, parce qu'Africa Mia, c'est un film, mais c'est aussi un disque. C'est un vinyle, c'est un DVD qu'on peut trouver maintenant chez tous les bons disquaires. C'est ça. Et comment est-ce que cette aventure s'est poursuivie et s'est transformée également en disque?
Moi, je voulais ressortir l'album original des Maravillas. Alors, c'était très compliqué parce que l'album appartenait à Cuba. C'était un disque d'État, en fait. C'est l'État cubain qui, pour remercier, en quelque sorte, ces bons musiciens maliens, ont décidé aussi de leur offrir un album. Mais c'était aussi dans le courant des choses que eux aient envie d'enregistrer un album. Voilà. Quand ils parlent de l'album en disant on s'est retrouvés, on avait cette galette, enfin, on est en 67, quoi, donc c'est quand même dingue. Il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés juste 3 ans auparavant. Et que quand on les accueille à l'aéroport, on demande si c'est pas trop dur de vivre au milieu des lions et des gazelles. Donc, 3 ans plus tard, jouer comme les Cubains et faire un disque, c'est quand même une belle aventure. Donc l'idée, c'était de ressortir le disque original qui appartenait à l'État Israël, donc ça a été un peu compliqué, mais on a eu les droits. Et puis, c'était surtout de ramener Boncana et de refaire des titres dans le même studio, 45 ans plus tard, avec les musiciens cubains qui l'avaient accompagné et qui les avaient accompagnés. Et moi, en 2004, la difficulté que j'avais, c'était aussi de réunir les Maravillas. Boncana n'était pas à Bamako, donc j'ai voulu faire des versions totalement épurées, très africaines. Et au moment de finaliser en fait tout le projet discographique, en fait, qui est en gros un peu la bande son du film, c'est-à-dire que c'est 50 ans de musique, en fait, c'est les années 60 jusqu'à maintenant. J'ai dit à Boncana, enfin, j'ai fait écouter à Boncana différentes versions, les plus épurées africaines aux plus électroniques à la fin, même si c'est le maestro, et on sait qu'il y a des règles dans la musique cubaine, faut pas toucher à ça, faut pas toucher à ça. Il a quand même adoubé les idées, les propositions, et je suis très content. Il est très content aussi d'entendre ses compagnons sur le disque. Alors oui, alors Maestro, vous êtes content de ce résultat? Parce que c'est vrai que les musiciens, c'est vous qui les avez choisis. Ça a été refait, bien enregistré. C'est des versions de 2015, 2016, 2017. Il y a aussi les versions de 1965, ça ne me rajeunit pas. Juste une petite parenthèse, je voudrais saluer la délégation malienne ce soir. Les Maliens dans cette salle, les Burkinabés dans cette salle, les Sénégalais dans cette salle, les Camerounais dans cette salle. Je vais vous dire vraiment, et toute l'Afrique, merci vraiment d'être venu nous soutenir. Ce film-là est le vôtre. Il faudra en parler de bouche à oreille. C'est l'Afrique, c'est l'histoire de certains musiciens. Et Richard a filmé la réalité de ce qui s'est passé entre 1965 et 2020. C'est ça, non? Ouais, 2 ans. Et l'enregistrement, vous allez l'avoir ce disque-là, vous avez à peu près 14 ou 15 versions là-dessus. Les versions de 1965 et les versions de maintenant, ce qu'on a enregistré en 2019-2000. C'est ça, non? Voilà. Donc maintenant... Alors c'est vrai que dans cette version, on a notamment un chanteur qui est parti il n'y a pas très longtemps, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, c'est Mori Kanté. Oui. Mori Kanté, justement, qui chante, et que l'on voit dans le documentaire, et qui chante une nouvelle version de Bienvenue ce soir chez Fatoumata. Rendez-vous chez Fatoumata. D'abord, Mori Kanté, est-ce qu'on peut dire un mot sur Mori Kanté? On a voulu faire une expérience, la kora, c'est un instrument à cordes, avec les violons. C'est-à-dire apporter dans la musique afro-cubaine, je préfère dire pour ne pas dire la musique cubaine, la musique afro-cubaine, ce que les Cubains ne connaissaient pas. C'était la kora, cet instrument très connu en Gambie, au Mali, au Sénégal, en Guinée, mais que les Cubains ne connaissaient pas du tout. On a commencé une expérience qui avait marché. On a commencé les arrangements et on avait une tournée de prévue au mois d'avril dernier. Entre-temps, Mori est tombé malade et nous a quittés aussi. On lui rend hommage et on n'oublie pas Mori Kanté. Parce qu'il devait continuer la fin de sa vie avec Maravillas de Mali et la kora. Vraiment, c'était une riche expérience. Kora et violon, flûte, piano et percussion, ça donnait autre chose. Mais bon, alors, on a un autre public, vous en avez vu plusieurs maintenant depuis quelques jours, depuis quelques semaines. On a un nouveau public avec nous ce soir. On ne sait pas si ce public a peut-être des questions à poser au maestro sur le documentaire qu'ils viennent de voir ce soir. Juste une seconde. J'ai parlé de délégation. J'ai un ami qui est venu expressément de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, pour être avec nous ce soir.
C'est avec lui que j'ai commencé les premiers enregistrements d'Alpha Blondy. On était dans les années 80, c'était avec M. Jacques Bisolon qui est dans la salle, et vous pouvez concevoir. Il est venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour assister à cet avant-première. Nous allons, merci beaucoup. Et on va commencer ce soir, ce que ça donne aujourd'hui en 2020. Bravo, Maguette. Alpha Blondy, Brigadier Sabari, tout a été fait là-bas. Aïcha Kone, Bonkana Maïga, marié, tout. Grâce à ton studio, un studio de 8 pistes, mais qui a porté bonheur aux musiciens africains. 1450 enregistrements dans son studio. Merci d'être venu. Vaut mieux me garder. Okay. Ouais. Donc, gardez-le. Okay. Moi, je suis à distance et sachez que moi, je suis venu de Bamako il y a 5-6, il y a une semaine. J'ai fait mon test à Bamako négatif. Et je l'ai refait hier. J'attends le résultat demain pour le porter à Bamako lundi matin. J'espère qu'il sera négatif. Ah, je comprends. Déjà, bonsoir à tous. Merci pour le film. C'est un film qui m'a énormément touché. D'une part parce que je suis originaire du Mali aussi. C'est encore plus profond avec la situation politique actuelle, comme ça a été dit au début. Je souhaite rendre hommage à vos camarades qui nous ont quittés et qui malheureusement n'ont pas eu le parcours certainement qu'ils auraient souhaité. Mais le film que j'ai vu aujourd'hui décrit réellement le drame que vit ce pays depuis l'indépendance. C'est-à-dire des talents gâchés, des déceptions en quantité, des gens qui ont dû partir pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ce qu'ils aiment en dehors du pays alors qu'ils auraient pu apporter quelque chose. J'aimerais avoir votre avis sur la situation aujourd'hui du pays, ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, justement, l'ironie du sort. Vous savez, quand Mara vient de Mali, ces jeunes étudiants qui ont étudié à Cuba pendant 10 ans, on est rentré au Mali, on a coïncidé avec le coup d'État, et à son nom, le général vient de mourir, Moussa Traoré, donc ils ont brisé nos rêves. Ils sont partis. 40 ans après, Mara vient de Mali revient après un autre coup d'État. Vous me direz, le Mali, c'est le pays du coup d'État, on en est au 4e. Donc, Maravia de Mali se situe, il est à cheval entre les deux, enfin, entre les 4 coups d'État, le premier et le dernier. Pour répondre à votre question, je dirais que c'est peut-être salutaire, parce que les Blancs, quand ils veulent dire qu'il y a un coup d'État, ils disent le push. Ça, c'est civilisé, ça. Mais en Afrique, tout le monde dit le coup d'État. C'est ça que tout le monde connaît. Quand on dit coup d'État, le balayeur, le vendeur de pain, le vendeur d'arachide, il sait ce que c'est. Mais quand vous dites push, il dit mais push là c'est quoi? Voilà. Il y avait déjà eu une révolution depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, doucement, et qui a commencé en juin, le 5 juin, qu'on appelle le M5. Et c'est ça. Qui demandait le départ du président de la République. Bon. Il a voulu essayer, vous savez qu'à côté d'un président, il y a toujours, non, monsieur le président, on contrôle la situation, patati, patata, patati, patata. Les militaires ont fait le coup d'État, pour ne pas dire touche. Hein? Et ce coup d'État, pour nous, c'est salutaire, si vraiment ça peut apporter quelque chose à la démocratie malienne. Ça fait 60 ans que ça ne marche pas bien. Et là, c'est le dernier coup d'État, je l'espère que c'est vraiment le dernier. Les 60 prochaines années seront meilleures aux 60 qui sont passées. Le peuple est derrière pour le moment, l'armée, et nous attendons peut-être d'ici la fin de la semaine, parce qu'il y a un ultimatum, vous le savez bien, et nous attendons parce qu'on veut un premier ministre civil et un président civil. L'armée ne l'entend pas comme ça. Bon, je ne veux pas trop parler de politique, parce que on va chanter tout à l'heure, danser. Absolument. Alors, Richard, c'est vrai que ce film-là maintenant que l'on peut voir dans les salles ici en France, à quel moment est-ce qu'on pourra le voir, notamment justement dans les pays africains que vient de citer un peu Bonkana,
Cameroun, au Mali, en Guinée. Quand est-ce qu'on pourra le voir là-bas? Il a été acheté par tous les instituts français, dont les instituts français africains. Et là, il est déjà projeté, alors c'est une zone assez éloignée de l'Afrique de l'Ouest, mais il est déjà projeté à la fin septembre, début octobre à Johannesburg. Et on est en train de travailler sur les instituts français, Mali, Côte d'Ivoire, et puis on espère être sélectionné au FESPACO en février. Donc, on espère, on ne sait jamais. Très bien. Et donc l'idée, c'est de travailler évidemment sur l'Afrique. Il a déjà été pris dans des festivals internationaux, mais je pense que c'est important, comme dit Bocana, que ce film soit montré en Afrique. On essaiera de faire des concerts si possible aussi. On essaiera de montrer aussi l'exposition qui a lieu en Contre-Dame et à Paris. Et c'est important. Enfin, il est fait aussi pour ça, ce film. Bien sûr. Et c'est vrai que dans le film, on voit ce groupe que vous aimez beaucoup, Maestro, qui est le groupe Aragon. Et ce groupe, un groupe brésilien. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter des petites anecdotes autour de ce groupe que vous avez aimé, que vous aimiez, et que vous avez retrouvé quand même très très longtemps après être parti de Cuba? C'est vrai, on est arrivé à la Havane, on a allumé la télé, on tombe sur l'orchestre Aragon. L'orchestre Aragon, c'est l'orchestre qui fait la musique, je ne dirais pas traditionnelle, mais la musique cubaine, ce qu'on appelle la charanga. La charanga, c'est le violon, la flûte, la conga, la percussion, le tumba, le timbales et le guiro, etc. Et nous, on venait d'arriver du Mali. Vous avez vu à la télévision, c'est ainsi que moi, quand j'ai vu le flûtiste de l'Aragon, Richard, j'ai dit, moi, pour Canamega, je vais jouer de la flûte. Vraiment, le Koulibaly disait, moi aussi, je veux faire de la flûte, de la contrebasse, des violons. C'est comme ça qu'on a eu l'idée, après les études, de monter l'orchestre Marabia du Mali, qui veut dire les merveilles du Mali. Et comme vous le savez, l'orchestre était devenu l'orchestre des ambassades, de toutes les ambassades africaines à la Havane, et c'est ainsi qu'on a eu du succès à Cuba. Qu'est-ce que Aragon représentait, Richard? Est-ce que ce groupe est un groupe vraiment important, justement dans le parcours des Maravillas de Mali, mais également à la Havane, à Cuba? C'est un groupe mythique de la Havane qui s'est formé à la fin des années 30, qui a eu plusieurs générations, et c'est, comme dit Bocana, c'est le premier groupe qui voit à la télé. Je pense qu'il faut comprendre. Ça vous a influencé? Je pense que tout le monde a compris aussi que les Maravillas ne sont pas partis pour faire un groupe de musique à la base. Hein. Ils sont partis pour étudier la musique, recevoir une formation et revenir après enseigner au Mali. Donc là, il y a un vrai twist, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils voient cet orchestre, ils sont en train d'apprendre l'espagnol, ils ont enlevé leur habit dans la jungle, et tout d'un coup, ils se disent on va faire un groupe. Et c'est vrai que c'est important, parce que la musique afro-cubaine, elle vient d'Afrique, évidemment. Mais c'est les seuls Africains qui vont partir, se mesurer au plus grand maître cubain et qui vont inventer une sorte de sono mondial avant l'heure, parce qu'ils mélangent le bambara, l'espagnol, le français. Donc l'album est quand même assez fondateur, même si c'est de la musique typiquement afro-cubaine et charanga, comme dit le producteur Daniel Buxac. Mais leur album va traverser l'Atlantique avant qu'ils ne reviennent. Et tout d'un coup, ça va être l'explosion dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, parce que Rendez-vous chez Fatimata est extrêmement populaire. Donc la douche va être froide, va être autant plus glacée quand ils vont rentrer, parce qu'ils c'est des stars en fait. Voilà, c'est des stars pour la population. Donc c'est Aragon, ils sont connus déjà en Afrique. Les gens jouent Aragon. Mais justement, en Afrique, Bocana, c'est-à-dire que l'Afrique, la musique afro-cubaine, la musique latine n'est pas inconnue en Afrique lorsque vous rentrez ou lorsque vous créez Maravillas de Mali. Il y a déjà la rumba congolaise notamment. Il y a des groupes comme les ambassadeurs de Salif Keita que l'on voit dans le documentaire qui eux aussi apportent leur pierre à l'édifice de cette musique qui vient d'Amérique latine. Donc c'est quand même, l'Afrique est irriguée de cette musique-là dans les années 60. Il y avait la rumba congolaise qui était aussi inspirée de ce qu'on appelle les sexteto habaneros, c'est les musiques des années 20 à Cuba. Avant, il y avait beaucoup de sexteto, c'est-à-dire 6 personnes de trio qui jouaient, et avec la clave qui veut pas. Elles sont d'altura, c'est ça, qui fait doucement, les Congolais ont aussi transposé la musique. N'oubliez pas qu'à Cuba, il y a des Noirs, il y a des Indiens, il y a des Métis, il y a des Espagnols. Donc la rumba congolaise avait pris, moi, en allant à Cuba, moi j'écoutais beaucoup la rumba congolaise. J'ai chanté aussi en espagnol sans savoir ce que je disais. Parce qu'il y avait Johnny Pacheco, que tous les Africains connaissent avec la chanson tout le monde connaissait cette chanson. Donc la rumba congolaise, on l'avait vraiment appréciée. Maestro,
Yo soy uno de los tantos cubanos que ha crecido con su música. Vous ne parlez pas du tout français? No, yo soy cubano. Oui, je sais que vous êtes cubain. Oui. Mais dans cette, attendez. Dans la salle, il y a 200 personnes. Et je sais que vous êtes cubain. Somos hermanos. Mais je souhaiterais vraiment que tu le dises en espagnol, tout en sachant aussi que tu es cubain. Oui, et vous voudrez que je parle en français? Oui. Pour qu'ils comprennent. Sinon, il faut chercher un traducteur. Bon, un peu seulement. Oui. Je suis un des Cubains qui ont grandi avec la musique. Oui. Et je suis des Cubains qui ont été formés à l'éducation musicale à Cuba comme chorégraphe et comme danseur. Ce soir, je voudrais vous remercier pour le film. Et je pense que de cette façon... Et le nom? Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu là, parce que le son... Moi, je comprends très bien, parce que j'ai étudié l'espagnol dans l'autre pays. Tant mieux, je comprends perfectement l'espagnol. Mais je préfère qu'on se parle, que les gens comprennent. Voilà, maintenant, voilà. Parce qu'avec le masque, maintenant, j'entendrai mieux, parce qu'on n'est pas d'accord. Allez-y maintenant. Bon, mais je peux parler espagnol quand même. Non, en français. Y a-t-il un traducteur dans cette salle? Ah ben, il y en a plusieurs même. Il y en a plusieurs. Bon, alors... Madame, vous avez le... Voilà. Monsieur, madame. Il y a des trucs que je voudrais dire. C'est pas pressé, ça va? En français, c'est un peu difficile. Allez. Yo quisiera agradecer al maestro por el film. Il aimerait remercier donc, le maestro pour ce film. Y yo pienso que de esta misma manera, agradeciéndole al maestro, y le agradezco a nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y al Che por la educación artística que nos han dado. Et qui pense qu'en remerciant le maestro, c'est une manière de remercier aussi Fidel Castro et le commandant Che qui ont permis l'éducation nationale. Yo soy uno de los cubanos que ha crecido con la música del maestro. Il est l'un des Cubains qui a eu la chance de grandir avec la musique du maestro. Y toda mi familia ha bailado con él. Et toute sa famille a dansé avec ses musiques. Y de que yo pueda entrar a Cuba, yo voy a buscar el disco de maestro para tenerlo como un recuerdo de esta noche. Et quand il va rentrer à Cuba, il va obtenir le disque pour avoir ce souvenir de cette soirée. Merci. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. C'est des remerciements et des félicitations. Et remercier aussi le commandant Fidel Castro, le feu commandant Fidel Castro. Bon, on a compris. En tout cas, muchas gracias. Alors, maestro. Que viva Cuba libre. Je peux vous poser une question. Pourquoi évoquer Africania, le film Africania, Africania, c'est-à-dire mon Afrique à moi, et est-ce que c'est un point de vue du point de vue du réalisateur ou du point de vue du musicien Elle demande pourquoi le film s'appelle Africania. Est-ce que c'est de votre point de vue ou du point de vue des musiciens cubano-africains? Non, ça s'appelle Africania parce que je trouve que c'est leur plus beau morceau. Et je trouve que c'est sur l'album, et c'est le générique, et c'est le disque, et je trouve que ça résume le film, l'histoire. Et je voulais vous remercier pour ce film parce que ça montre un côté positif de la vie. D'habitude, il parle trop de la guerre. Très content de voir ce film et ça m'a aidé un peu. Merci madame. Merci beaucoup, madame. Alors, il y a encore des questions? La fin, on voit un concert. Moi, j'étais un peu frustrée parce que j'aurais bien aimé en voir un davantage. Et aussi, tout de suite, ça embraye sur le générique de fin. Ça m'a un peu
excusez-moi, hein, c'est pas une critique négative du tout, mais j'aurais bien aimé... Mais ça peut. C'est positif. J'aurais bien aimé votre caméra qui a sûrement filmé ce concert, j'aimerais bien que vous nous en parliez d'ailleurs, de quoi il s'agit, et si ça avait pu être un petit peu rallongé. Si ça va être un peu plus long, c'est ça? Moi j'ai trouvé ça un peu trop court à la fin, et je dis c'est... Pourquoi c'est bon ce que je dis? Pardon? Je veux être sympathique aussi. Alors, j'étais... Je le prends pas mal, madame, je le prends pas mal. J'ai discuté avec mes producteurs qui étaient quasi d'accord avec vous. Mais pourquoi, franchement, pourquoi tout de suite on n'en voit pas... Il y a des questions de droit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'en voit pas davantage? Parce que c'est retransposé, c'est un concert récent, non? C'est les musiciens qui reprennent l'ensemble de vos créations, enfin, comment dire... Et voilà, et j'ai bien sûr pensé à Buena Vista Social Club, le film de Wenders, et voilà, c'est une autre aventure, c'est une autre histoire, bien sûr, mais on ne peut pas ne pas y penser, enfin moi je ne peux pas ne pas y penser, parce que j'ai pas tant de références que ça. Votre histoire est magnifique et singulière, et je reverrai le film volontiers dans de meilleures conditions, parce que je suis un tout petit peu fatiguée, j'aimerais le voir plus fraîchement, autrement. Voilà, ça demande vraiment à être réentendu, parce que je connaissais pas votre musique. Bon, excusez-moi. Bon, il ne faut pas que ça devienne un débat compliqué. Alors déjà, si vous revoyez le film, ça sera toujours la même fin, malgré ce que vous pouvez, effectivement, et vous avez le droit de penser ça, évidemment. Et je le prends pas mal parce qu'on s'est posé la question, voilà, je ne vais pas rentrer dans le secret de fabrication de la fin du film. Mais alors déjà, je veux mettre un petit point sur Buena Vista que j'aime bien, que j'ai vu. Jim Wenders, je trouve ça super. Mais je comprends le comparatif, mais on n'est pas du tout... ça raconte pas du tout ça. J'ai pas le matériel déjà pour montrer les Maravillas en train de jouer sur scène, à part récemment dans des concerts. Et je trouvais, et mon co-réalisateur et moi, on a été très fixés sur cette fin. On a essayé de mettre de la musique live, on a essayé plusieurs titres, on a essayé plusieurs combinaisons, et on trouvait que ça ne marchait pas du tout. Voilà. Parce qu'il y a de l'émotion dans ce film, et on trouvait que le générique du début sur Boncana, qui est dans cette rue, avec cette voix de Roldan González du groupe Orishas, avec ce piano, et ce piano, c'est le morceau qu'on entend à la fin, et c'est pas par snobisme, c'est pas par tiens, on fait un documentaire sur un groupe musical et on va pas mettre de musique, hein, c'est pas... On les voit en studio, mais moi, mon propos, c'était pas du tout de mettre une caméra en studio, en concert. Il y a des concerts, les gens ont pu aller les voir et pourront les voir. Et je sais que ça peut être frustrant, mais artistiquement, on avait envie de défendre cette fin. On n'a pas bataillé non plus, hein, ça va donner lieu à des énormes discussions, mais nous, on a essayé, en tant que réalisateur, de faire autre chose que cette fin. Et on trouve que c'est peut-être décalé, peut-être trop moderne, peut-être... pas assez de musique, mais en tout cas, je pense que par rapport à l'émotion, le destin de leur vie, les portraits, voilà, on trouvait pas ça, on trouvait que ça fonctionnait pas. Enfin, moi, sincèrement, j'aurais pas pu l'assumer. Et c'est pas méchant, parce que je trouve ça super en concert. Ils ont fait des concerts énormes à la Philharmonie, au Barbican, à Londres. Mais voilà, on a voulu aussi faire un documentaire qui n'est pas un documentaire classique dans sa narration, dans sa forme, même s'il prend des témoignages, des images d'archives. On a voulu aussi passer du futur au passé, au présent, et l'émotion de la fin. Le film peut aussi s'arrêter au moment où Boncana se retourne, il est au Malécon, et on peut faire clap de fin. Je trouve qu'il y a plusieurs fins dans ce film. C'est ça qui nous a intéressés. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié le film. En plus, je suis allée plusieurs fois à Bamako. J'aime bien la musique. Enfin, bon, j'ai trouvé que c'était très émouvant comme film. Et je pense aussi qu'il a un caractère un peu historique. Alors, je ne voudrais pas paraître trop froide, mais le fait que ces musiciens qui s'en vont étudier à Cuba, mais à cette période-là, on avait des cinéastes qui allaient étudier à Moscou, aux écoles, et donc je pense qu'en plus votre film a ce caractère historique, que je rajouterais, mais qui n'enlève rien au caractère très chaleureux et très humain.
En fait, moi, c'est la première fois que je suis venu assister à votre film. J'ai été invité par un ami. Je suis du Sénégal, je suis africain comme vous. C'est la première fois que je vous vois de vrai. Avant, je voyais à l'émission Hit Parade, à l'émission malienne. TV5 Paradise. Mais aujourd'hui, de vous voir entrer en face, en chair en os, je suis tellement ému, je suis content. Par rapport à votre histoire, à votre vie, ça prouve que les Africains peuvent réussir à n'importe partout. Votre histoire, elle est magnifique. Elle est riche en émotions, tout ça. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer que je suis tellement content et ému de votre parcours. Je suis Sako aussi. Je sais que dans le film, il y a Mustafa Sako, je ne sais pas quoi, c'est de la famille aussi. On ne sait jamais. Et je suis content qu'il y a un Sako qui faisait partie de vous. C'est juste pour partager mon émotion et ma satisfaction de vous voir de vrai. Je vous vois à la télé, mais encore merci. Et bon courage à ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? J'ai juste une dernière question. Que pour Monsieur Minier, je me dis 15 ans, ça fait 15 ans sur ce film. Comment est-ce que vous avez été soutenu pour le faire? Parce que c'est impressionnant, de ténacité et de recherche. Et je suis admirative, c'est un film qui est très touchant, effectivement. Et je voulais savoir comment vous avez été soutenu, à la fois en Afrique, à Cuba, pour tourner tout ça, et pour arriver à faire ce montage, en fait. Les 15 premières années, je n'ai pas été soutenu par ma mère, ma famille, des amis, à qui j'envoyais des ribes. Non, je plaisante, mais enfin, pas vraiment. Mais je tenais parce qu'il y avait toujours un moment, dans ces années entre 2000 et 2010, il y avait toujours des gens qui étaient intéressés et qui faisaient en sorte de faire un petit trailer. Voilà, et puis c'est vrai qu'en 2015, quand je signe le projet chez Universal, tout d'un coup, la machine se met en place et j'ai les moyens de faire le film. Et aussi je ne suis pas épuisé, mais je me dis que je ne vais pas arriver à le faire tout seul. Donc je fais appel à un ami qui est un réalisateur qui s'appelle Borsalier, qui n'est pas là ce soir, et qui lui va amener un regard frais, comme moi j'ai eu ce regard frais et complètement naïf pendant les 10 premières années où j'ai filmé mes potes de Maravillas, et lui va me filmer, parce que tout d'un coup ça devient une quête, et puis lui ce qui lui a plu c'était la quête impossible de Richard Meunier qui est devenue possible, mais à l'époque il n'en sait rien, donc voilà. Donc il y a les 10 premières années, il n'y a pas de soutien, à part que les Maliens m'ont ouvert leurs portes, les Cubains m'ont ouvert leurs portes. Enfin, j'ai réussi à avoir des images, à interviewer un peu qui je voulais. Enfin, je ne vais pas dire que ça a été facile, hein, loin de là, mais en tout cas, c'est du do-it-yourself pendant une bonne quinzaine d'années. Voilà. Puis après, il y a des gens, jusqu'à la dernière, Elisabeth, ma distributrice, qui a porté ce film depuis janvier contre vents et marais et Covid, et qui fait une super sortie. Enfin, il faut aussi le dire, parce que si aujourd'hui vous êtes tous là, c'est parce qu'on a eu des super papiers, parce qu'on a un super attaché de presse, parce que j'ai trouvé aussi en Elisabeth une partenaire de cœur et de corps pour faire en sorte que ce film existe aussi, parce que c'est facile aussi de produire un film, enfin, en tout cas de trouver de l'argent pour le faire. Après il faut le monter. Je ne sais pas si mon monteur Julien il est là, mais en tout cas on a passé 6 mois. Tu es là Julien, il est dans l'ombre là-bas. Quand on a 200 heures de rush et qu'on a passé 18 ans à faire un film, s'embarquer avec un mec qui vous dit ok, je vais passer 6 mois avec toi, voilà, donc gros big up, parce que on va pas dire qu'on en a usé quelques-uns, mais il y a quelques monteurs qui ont dit c'est pas possible. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Et on va nous retrouver prochainement pour une autre séance. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.